Mais revenons sur la philosophie elle-même. Tu t'appuies sur des penseurs, sur une tradition. Et des fois, on voit que tu t'appuies sur des penseurs apparemment contradictoires, qui se contredisent entre eux. Tu t'appuies sur les penseurs que tu nommes du soupçon, ou qu'on nomme du soupçon, donc Marx, Freud et Nietzsche. Et donc un courant, on pourrait dire, des penseurs qui ont pensé l'individu en termes individuels, et des penseurs comme Marx, Gramsci, d'un courant beaucoup plus Benjamin, beaucoup plus, disons, social. Et voilà, donc comment tu fais cet assemblage? Parce que tu vas chercher des concepts chez des penseurs qui viennent des traditions qu'on pourrait dire, quand même c'est la tradition occidentale, mais différente. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est un peu le... on est dans une période charnière, une période de basculement du monde, où on est amené à repenser tous nos points de repère habituels. Alors quand on est de ce courant de la philosophie de l'émancipation ou de l'action, il faut aussi tenter de les repenser, ces points de repère. Alors c'est sûr que Marx est là bien installé, mais aussi tout dépend de la façon dont on l'interprète, dont on le comprend, dont on peut le réactualiser, le marxisme. Et puis aussi tout dépend de quel courant ou à partir de quel courant on le lit, on le relit, Marx. Et moi j'ai cherché à relire Marx à partir de deux auteurs, l'un Benjamin, l'autre Gramsci, deux auteurs qui, à mon avis, peuvent lui redonner toute sa force pour le XXIe siècle. Donc, c'est ça un peu la nécessité d'une philosophie des temps présents aujourd'hui, c'est d'être capable de ne pas oublier le passé, de retirer, de garder toutes les leçons qu'on doit, d'avoir la mémoire du passé, d'être capable de nous remettre en perspective nos pratiques, nos stratégies d'émancipation contemporaine, de les mettre en perspective dans l'histoire, mais en même temps, de les réactualiser, de les reprendre, et de les reprendre pour aujourd'hui. Alors, de Gramsci, j'ai gardé cette idée qu'au XXe siècle, si vous voulez, la gauche ou les mouvements qu'on a appelés progressistes ont vécu une espèce de vaste mouvement, vaste mouvement ascendant d'hégémonie, qui ont permis peu à peu à ce que les revendications populaires, les revendications des groupes sociaux, de gauche en général, puissent peu à peu prendre place dans la société. Quand on regarde ce qui s'est passé entre les années 20, par exemple, et les années 70 en Amérique latine, ou même en Europe, on s'aperçoit qu'il y a globalement une avancée de toutes les revendications populaires dans toutes les sphères de la société, et une irruption sur la scène sociale et politique des couches populaires, et des classes, notamment des classes ouvrières. Et des défaites. Bon, en même temps... Surtout des défaites. En même temps, il y a donc des vaincus. En même temps, il y a eu... À la fois, c'est toujours contradictoire, il faut toujours penser la contradiction, le mouvement contradictoire. Et en même temps, c'est sûr qu'il y a eu des défaites. À partir des années 70, ces grands modèles d'émancipation sociopolitique qui ont pu être le communisme, le socialisme, la social-démocratie, le national-populisme, s'écroulent, perdent leur crédibilité et n'apparaissent plus comme des points de repère pour de larges secteurs de la population qui autrefois se retrouvaient derrière ces modèles d'émancipation. Donc là, il y a une espèce de crise très très profonde, mais qu'il faut comprendre. Et qu'il faut comprendre justement en le mettant en perspective, en montrant que à la fois il y a eu des choses éminemment positives dans ces projets d'émancipation et puis des limites importantes dont il faut aujourd'hui tirer les leçons. Et parmi ces limites, je pense qu'il y a toute cette idée de retrouver, de remettre l'accent sur des pratiques véritablement démocratiques qui permettraient donc peut-être de trouver des parades à ces phénomènes de bureaucratisation qu'on a pu connaître dans les pays dits socialistes qui, au nom des idéaux marxistes classiques... Donc, pas question d'une défaite de la pensée. Plutôt, ce n'est pas l'action qu'on va renouveler, on va aller chercher une pensée qu'elle est là quand même, pour la ramener aujourd'hui, et avec l'action où tu vois l'espoir, où tu vois le projet émancipateur aujourd'hui. Est-ce que tu le vois quelque part? Oui, bien sûr, bien sûr. Puis là, je vous ai parlé de Gramsci qui essaye de nous faire comprendre que y a des mouvements, il y a des mouvements ascendants d'hégémonie qui peuvent se construire. Il s'en est construit un
au XXe siècle qui s'est brutalement brisé autour des années 70-80, eh bien, notre tâche aujourd'hui, c'est de tenter d'en reconstruire un pour le XXIe siècle. Bon. Ce à quoi, de son côté, peut nous aider Benjamin, c'est de nous rappeler que pour construire ce nouveau mouvement d'hégémonie ascendante ou de contre-hégémonie ascendante, on a besoin de revenir à l'histoire, de se souvenir du passé. Et on a besoin de penser l'histoire non pas comme quelque chose qui s'en va vers l'avenir, de manière inéluctable, inexorable, mais comme quelque chose qui se construit à travers le présent. Et qui se construit comment ? En essayant de réactualiser toutes les aspirations passées, des gens, des générations qui dans le passé ont essayé de construire une société plus juste, plus égalitaire, plus harmonieuse, plus en rapport avec la nature, et ces aspirations qui ont été défaites, qui ont été écrasées, qui ont été piétinées par les vainqueurs du passé. Et donc le rôle qu'on a aujourd'hui, c'est à rappeler toutes ces aspirations, les aspirations des vaincus du passé, pour les actualiser et pour qu'elles puissent reprendre force aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ce travail de mémoire, il est si important à faire aujourd'hui. Si important parce qu'il nous permet de ne rien oublier du passé, mais en même temps de tenter de le réactualiser pour faire face aux défis qui sont nos défis d'aujourd'hui et qui ne sont pas les défis du passé. Puis cette idéologie du progrès, cette idée du progrès, là, tu la remets en question? Complètement, parce que le progrès, c'est cette idée, et puis c'est ce qui permet, je pense, de tenir compte de toute une série de nouveaux discours, de nouvelles sensibilités qui émergent parmi ceux qui essayent de penser un monde différent pour aujourd'hui, notamment dans les grands courants altermondialistes. Hein. C'est cette idée que un des grands travers de l'Occident, ça a été d'imaginer qu'il était porteur de l'histoire et que l'histoire allait nécessairement accoucher de quelque chose de mieux au fur et à mesure que cette histoire allait se dérouler. Et donc on pouvait se reposer paresseusement sur le développement de la nécessité historique. Or avec Benjamin, au contraire, ce progrès ne nous conduit pas vers du progrès, mais au contraire produit une accumulation de ruines et de désastres. Et quand on pense aussi à l'histoire de l'Occident, à l'histoire de l'Amérique du Nord, par exemple, on peut très bien voir tous les progrès technoscientifiques qu'elle a pu mettre à jour ou faire émerger. Qu'on pense aux vaisseaux spatiaux, autre chose, ou au développement de la génétique, mais aussi on peut penser à l'écrasement à l'exploitation de l'Amérique latine, on peut penser aussi au racisme, à l'exploitation des Noirs, on peut penser aussi à l'écrasement tout simplement des populations autochtones. Donc on s'aperçoit quand il y a du progrès, il n'y a pas simplement un progrès à sens unique, il y a toujours en même temps ce progrès est doublé de catastrophes, de ruines, de désastres et d'aspirations qui ont été défaites. Et notre rôle à nous aujourd'hui, c'est de rappeler ces aspirations-là. Surtout qu'à cause des 5 défis, ou en fonction des 5 défis dont je vous ai parlé, on s'aperçoit que notre civilisation est en train de heurter des murs, des voies sans issue, et que si on ne se réappuie pas sur toutes les aspirations des peuples d'autrefois qui ont été défaits par l'Occident, qui ont été défaits par la machine productiviste capitaliste, eh bien, on risque de passer à côté d'une immense richesse. Pensez simplement à tout, je dirais, tout ce qu'ont porté les sociétés autochtones de l'Amérique, des Amériques, ces idées d'égalité, ces idées de rapport plus harmonieux avec la nature, ces idées d'égalité entre hommes et femmes, toutes ces idées-là, elles étaient au cœur de ces sociétés-là et elles ont été, en même temps que ces sociétés-là ont été détruites, leurs idées ont été détruites et notre rôle à nous, c'est de rappeler justement. Hein? Et tout ça au nom de la vie, hein? Bien entendu, oui. Du concept de vie que tu travailles, des concepts de vie puissantes. La puissance de la vie. Alors, c'est ça, quand on revient un petit peu à... Parce que c'est ça qui est intéressant dans ton travail. Comment tu vas chercher le concept des vies humaines, des vies individuelles, des vies puissantes, mais en même temps avec son contraire, c'est-à-dire l'impuissance. Une vie programmée, une vie mise en place par des structures qui anéantissent la vie. Voilà, c'est parce que les 5 grands défis dont on évoquait les éléments un peu avant nous indiquent bien que ce qui est en jeu, c'est la vie de la planète, mais la vie humaine, et puis la vie